bonne année à tous. Nous commençons donc cette année 2020 avec le grand plaisir d'accueillir Pascal Roman. Pascal Roman est un collègue qui enseigne à l'université de Lausanne, donc il n'est pas suisse comme notre collègue Ansermé qui viendra au mois de mars, mais il enseigne à Lausanne et il a sorti un petit bouquin que j'avais repéré dès sa sortie l'année dernière, qui s'appelle Art brut et psychanalyse, que je vous conseille vraiment très vivement. C'est un petit ouvrage passionnant, tout à fait réussi, et donc j'ai profité de la sortie du livre pour reprendre contact avec Pascal, que nous étions confrontés dans des instances universitaires il y a plusieurs années, et donc c'est un grand plaisir de l'accueillir, et je lui laisse... Ah oui, je trouve... deux mots sur ton livre, si tu me permets. L'idée d'utiliser l'art brut pour mettre au travail la question de la création, ça c'est une idée que je trouve vraiment passionnante. Bon, c'est une idée qui avait déjà eu les premiers personnes, les premiers psychiatres qui s'étaient intéressés à la création de ce qu'on appelait à cette époque-là les fous. Mais ce qui est intéressant, c'est que toi, et tu es un des rares à l'avoir fait, tu articules cette question de l'art brut qui a été étudiée surtout par la philosophie, par l'histoire de l'art, à la question de la psychanalyse, ce qui est rarissime. Donc je comprends que ton livre fasse un succès, parce que c'est une approche tout à fait nouvelle et tout à fait intéressante. Je te laisse la parole. Merci beaucoup Pascal d'avoir accepté notre invitation. Merci Jean-Michel, c'est un plaisir pour moi d'être là, d'avoir traversé les Alpes avec un soleil magnifique, c'était extraordinaire. Voilà, donc je vais vous parler d'art brut et de processus de création. Peut-être juste un petit mot de contextualisation aussi par rapport à ce livre. Alors, bien sûr, collection d'art brut, Lausanne, c'est le lieu de l'implantation de la collection d'art brut. Vous savez peut-être que Jean Dubuffet avait souhaité donner de sa collection 5000 œuvres à la fin des années 60 à la ville de Paris. La ville de Paris a refusé. Il avait des liens avec la Suisse romande et en particulier avec Lausanne du fait de toutes les recherches qu'il avait faites d'œuvres. Il l'a proposé à la ville de Lausanne. La ville de Lausanne l'a accepté. Et donc la ville de Lausanne a la chance, on pourrait dire maintenant, elle l'a provoqué, de bénéficier de cette collection, qui est une collection qui s'enrichit depuis 1970, où elle a été créée, qui, je crois, maintenant dépasse les 60 000 œuvres, alors évidemment énormément dans les réserves. Actuellement une biennale consacrée au thème du théâtre, ça devrait particulièrement t'intéresser, Jean-Michel. Et donc une collaboration que j'ai développée assez rapidement quand je suis arrivé à Lausanne. Je ne suis pas suisse d'origine, même si, tu ne sais pas, mais j'ai des origines suisses. Et j'étais professeur à Lyon avant d'être à Lausanne, et quand je suis arrivé à Lausanne il y a 12 ans maintenant, j'ai assez rapidement pris contact avec la collection d'art brut et j'ai engagé une collaboration très, très régulière, et en particulier une collaboration dans le cadre du cours d'introduction à la psychanalyse que je donne au niveau, ce qu'on appelle en Suisse le bachelor, donc la licence. Les étudiants... Alors moi, dans mon cours, en fait, j'introduis les principaux concepts de la psychanalyse, comme on fait dans un cours d'introduction, en appui sur le processus de création. Le processus de création étant envisagé en appui sur les créations de l'art brut. Et les étudiants du cours viennent tous visiter la collection d'art brut. Ils bénéficient de visites commentées par des guides de la collection d'art brut. Alors ils viennent en 2 fois parce qu'ils sont quand même assez nombreux. Alors moi je donne le cours 2 fois pour la moitié de l'auditoire, et puis pendant ce temps il y a l'autre moitié qui est à la collection d'art brut, et ils doivent parmi les épreuves qui leur permettent de valider ce cours, ils réalisent un dossier en groupe consacré, alors dans lequel ils vont travailler à partir d'un auteur d'art brut. On met à leur disposition encore plus d'une dizaine d'auteurs avec l'iconographie, avec les vidéos consacrées aux auteurs, les écrits, etc.
Donc ils doivent réaliser un dossier à propos d'un auteur, et en choisissant une des formes de travail psychique, je vais y revenir, à partir de laquelle ils vont appréhender cet auteur et ils vont mettre au travail les concepts du cours. Voilà, donc ça s'appelle une innovation pédagogique. Hein. J'ai gagné, on va dire, un concours pour pouvoir mettre en place cette innovation pédagogique. Ça demandait quelques moyens autres que ceux qu'on a dans les cours habituellement. Et ça fonctionne assez bien. Je pourrais vous en parler spécifiquement, mais puisque j'ai en fait commencé à développer un bout de recherche à partir du vécu des étudiants dans leur rencontre avec les œuvres d'art brut. Voilà. Mais ça, je ne vous en parlerai pas ce soir. Si vous voulez, je reviendrai, si je suis invité à nouveau. Voilà, je vais aujourd'hui apporter peut-être des aspects un peu plus théoriques. Alors, je vous ai mis un peu les trois grands thèmes que je vais aborder. Le premier est d'ailleurs pour une part original et n'est pas dans le livre. C'est la poursuite de la réflexion sur, en particulier, alors ce que j'ai repris avec ce terme de dialogique, de l'ouverture d'un espace dialogique, hein, de la rencontre entre le spectateur, le regardeur, disait Marcel Duchamp, et l'œuvre. Une deuxième partie plus classique, on va dire, hein, où je reprends un certain nombre de théories autour du processus de création, mais spécifiquement dans le contexte de l'art brut. Et puis, je voudrais arriver à vous présenter un auteur d'art brut peu connu, Fernando Ernest Nanetti, et j'espère aussi un autre auteur, Philippe Dereux, qui est un auteur que j'appelle aux confins de l'art brut, mais je tiendrai particulièrement à le présenter parce que il a commencé à travailler ici, dans cette région, à Vence, avec Dubuffet. Donc je trouve que ça a particulièrement de sens, et je vais d'ailleurs, demain j'ai rendez-vous avec la galerie Chave, qui était la galerie qui avait soutenu le travail de Philippe Dereux. Donc voilà un peu le parcours que je vous propose. Quand vous en aurez assez, vous m'arrêterez. Et puis voilà. Alors, donc la rencontre de l'art brut, hein, je parle de rencontre, a partie liée avec une interrogation sur les processus psychiques qui fondent et qui irriguent le développement de la création. Depuis les travaux de Freud, l'intérêt de la psychanalyse pour la création artistique ne s'est pas démenti. L'approche psychanalytique n'aura de cesse de tenter de rendre compte des enjeux de la rencontre avec l'expérience de la création dans des démarches diverses, de l'interprétation psychanalytique à l'approche psychobiographique de l'œuvre. La création artistique constitue un objet privilégié pour aborder les processus de la vie psychique, en partie du point de vue des théories de la symbolisation. Et Jean-Michel Duc fait référence à ce groupe clinique de la création qui s'inscrit tout à fait dans cette orientation. L'hypothèse d'une pulsion primaire de création, c'est Lucienne Perry, historienne de l'art, spécialiste de l'art brut et ancienne directrice de la collection de l'art brut, qui utilise ce terme, pulsion primaire de création, qui poursuit l'affirmation de Jean Dubuffet selon laquelle l'art brut inviterait à la rencontre d'une création pure, ce sont ces termes, ouvre une place singulière pour l'art brut. Du fait de l'absence, ou de la supposée absence d'inscription culturelle et sociale des créations d'art brut, celle-ci représenterait un observatoire privilégié pour aborder une compréhension des processus de création et au-delà poursuivre les voies d'élaboration des processus psychiques. Mon projet consiste alors à se saisir de la richesse que représentent les apports mutuels et croisés de la psychanalyse et de l'art brut, considérant que l'art brut est un observatoire des processus de création, donc, et je dirais même un laboratoire pour le déploiement et la compréhension des processus psychiques d'une part, et que le corpus théorique et clinique de la psychanalyse permet d'éclairer les enjeux singuliers de la création dans l'art brut d'autre part. Je propose cette contribution croisée de l'art brut et de la psychanalyse pour une compréhension des processus psychiques de création et des ressorts implicites de l'œuvre à partir de ce que j'appelle une démarche de rencontre sensible de l'œuvre de création, et je reviendrai sur cette formulation de rencontre sensible.
La démarche qui fonde mon approche est sous-tendue par une posture épistémologique qu'il me semble important de spécifier d'emblée. L'art, la production artistique, est considérée dans sa propre dynamique qu'il ne s'agit en aucun cas de tenir sous la domination d'une discipline autre, en l'occurrence la psychologie clinique ou la psychanalyse. Cette démarche rejoint les positions de l'anthropologue Tim Ingold lorsqu'il propose de définir dans son champ, et je le cite, non pas une anthropologie de l'art, mais une anthropologie avec l'art. Et je le cite toujours, dans le cadre d'une telle anthropologie, l'art devrait être considéré comme une discipline qui partage avec l'anthropologie le souci de réveiller nos sens et de permettre à la connaissance de croître de l'intérieur en s'inscrivant dans le déploiement de la vie. C'est toujours la citation de Tim Ingold. Il s'agirait alors de concevoir la relation entre art et anthropologie à partir de leurs pratiques plutôt qu'à partir de leurs objets. Par analogie, mon projet serait alors de concevoir non pas une psychanalyse de l'art, mais une psychanalyse avec l'art, dans une démarche qui s'applique à cheminer au plus près de l'œuvre et de son auteur, et des mouvements qui procèdent à l'émergence de la création dans la singularité de la logique processuelle. Afin de montrer de quelle manière l'art brut, au travers de ses productions et du contexte de ses productions, représente un observatoire privilégié pour l'étude et l'analyse des processus psychiques de la création, il s'agira de considérer la création dans l'art brut comme témoignant de ces processus, tant du point de vue de ses auteurs que du point de vue des regardeurs, pour reprendre ce terme de Marcel Duchamp, c'est-à-dire de ceux qui rencontrent les œuvres. Aborder l'art brut du point de vue de la psychologie clinique et de la psychanalyse, ce n'est donc pas tant s'attacher à la nature ou à la qualité des productions de l'art brut, ni aux conditions biographiques, économiques ou sociales de ces productions, mais plutôt de tenter de saisir les processus qui sous-tendent la production des œuvres. On parle classiquement de processus psychiques de création pour rendre compte des mouvements de la vie psychique qui concourent et organisent la production de l'œuvre. Ces processus ne sont certes pas spécifiques de l'art brut. Ils ont d'ailleurs le plus souvent été identifiés à partir d'œuvres d'art dites conventionnelles ou culturelles, si on les compare aux œuvres d'art brut, comme l'ont fait les psychanalystes Didier Anzieux et Michel de Musan en particulier. Mais ces processus, c'est en tout cas ma proposition, possèdent une teneur spécifique dans l'art brut dont il sera question ici. Donc, premier temps, autour de cette idée que l'œuvre d'art brut est une œuvre qui fait signe. C'est la formulation que je propose. Lorsque l'œuvre d'art brut est abordée dans le regard de la psychanalyse, c'est tout à la fois à partir de sa spécificité dans le champ de la création et au regard de l'inscription de l'œuvre d'art brut dans une continuité des processus au regard d'autres œuvres de création. Je ne vais pas non plus faire une catégorisation fermée de l'œuvre d'art brut et des processus qui y seraient consacrés. C'est évidemment pas du tout mon propos. Cette proposition s'inscrit dans la fidélité à l'une des conceptions fondatrices de la psychanalyse, selon laquelle il n'y a pas de rupture dans les processus qui organisent et sous-tendent la vie psychique entre normal et pathologique, on pourrait dire ici entre conventionnel et non conventionnel, mais qu'il n'y a que des variations et des déclinaisons qui témoignent des différences interindividuelles et des contextes et du contexte de développement du sujet. L'œuvre d'art brut possède certes un certain nombre de singularités affirmées dès 1945 par Jean Dubuffet, puis reformulées par Lucienne Perry en particulier. Les conditions de sa production, hors des circuits culturels de l'art, dans, et je cite Lucienne Perry, le secret, le silence et la solitude. Je l'ai mis dans le mauvais ordre. Elle a dit le secret, le silence et la solitude. Et pour elle, ce sont les trois caractéristiques principales des conditions de production de l'art brut. Alors, on verra que ce secret, ce silence, cette solitude peuvent prendre des formes diverses, avec Nanetti en particulier. On verra que c'était pas vraiment dans le secret, puisque ce sont des œuvres qu'il a réalisées sur des murs extérieurs. La solitude, alors ça dépend de quelle solitude on parle, effectivement, et le silence sans doute. Mais la matière de l'œuvre, par le choix de ses composants et de leur assemblage, des techniques utilisées, contribue également à faire de l'œuvre d'art brut
une œuvre subversive, pour reprendre les termes de Michel Thébault, qui était historien de l'art également et qui a été le premier conservateur de la collection de l'art brut. Pourquoi est-ce qu'il parle d'œuvre subversive? C'est dans la mesure où cette œuvre échappe au code de la création artistique en empruntant des voies originales dont le seul et le principal motif serait celui de répondre à la nécessité de créer, voire à la contrainte à créer, pour reprendre les termes de René Roussy. De par ces différentes caractéristiques, je défends l'idée selon laquelle, paradoxalement, l'œuvre d'art brut fait signe, de manière singulière, à la différence d'autres œuvres d'art dites culturelles ou conventionnelles. Elle fait signe le plus souvent en deçà des mots, en deçà de la logique d'une symbolisation avérée, aboutie. Elle fait signe comme trace d'une émergence sensorielle qui interroge tout particulièrement le monde à partir du sensible. L'expérience répétée depuis plusieurs années des visites commentées proposées aux étudiants de bachelor de psychologie à la collection de l'art brut, dans le cadre de mon cours d'introduction à la psychanalyse, témoigne de la qualité du faire-signe de ces œuvres d'art brut. En effet, les étudiants invités à rencontrer les œuvres d'art brut de manière sensible, c'est comme ça que je leur présente les choses, c'est-à-dire en se laissant toucher par l'œuvre, par le biais des différentes sensorialités mobilisées par l'œuvre, le visuel bien sûr, mais aussi le tactile, et en appui sur la charge émotionnelle et affective que l'œuvre porte. Les étudiants donc évoquent bien souvent le choc de la rencontre, comme le font d'ailleurs les autres visiteurs de la collection de l'art brut, comme en témoigne le livre d'or de la collection. Rencontre sensible d'une œuvre donc dans ses composantes matérielles mais aussi stylistiques, et au travers d'elle, rencontre sensible d'un ou d'une auteure souvent méconnue qui s'effectue au travers des bribes de biographie présentées dans la collection, donc présentées sans pathos, en cohérence avec le choix retenu dès l'origine de la collection de l'art brut de mettre à la disposition du public des notices minimalistes consacrées aux auteurs. Cette rencontre sensible est favorisée aussi par la muséographie de la collection de l'art brut qui autorise un contact et une relation privilégiée avec l'œuvre. On n'est pas tenu à distance de 3 mètres de l'œuvre, dans une proximité et une sobriété, la couleur noire des murs, un éclairage adéquat, sans surcharge symbolisante et, je dirais surtout, sans injonction interprétative ou interprétante. C'est dans ce contexte que le regardeur a le champ libre pour entrer en piste et initier une découverte de l'effet de l'œuvre sur ses propres processus psychiques. Quel écho et quelle résonance, quelle éprouvée, quelle émotion et quelle mobilisation affective. Quelle contribution la rencontre de l'œuvre apporte-t-elle à la construction d'un sens au travers de la traduction singulière qui s'ouvre pour chacun. Ainsi se joue la rencontre sensible de l'œuvre, une œuvre qui construit l'œuvre au cœur des processus psychiques du regardeur, dans une intrication souvent indicible entre les expériences respectives de l'auteur de l'œuvre et du regardeur par la médiation de l'œuvre. L'œuvre d'art brut fait donc signe des processus psychiques de la création, dans ses ancrages les plus archaïques, dans la mesure où le processus psychique de la création concerne tout sujet dans le développement de sa subjectivité. En effet, la tension qui sous-tend et oriente notre vie psychique depuis ses préformes les plus précoces concerne le processus de transformation de la pulsion. La pulsion, on le sait, témoigne des mouvements qui émergent de l'expérience corporelle, la faim, la soif, le besoin de relation, le désir sexuel, et qui se trouvent engagés dans une quête de construction et de mise en sens de soi et du monde au travers de l'expérience de la rencontre de l'altérité. Dans ce contexte, c'est au travers de la capacité de l'environnement à traduire les éprouvées corporelles et les expressions affectives du bébé qu'il pourra progressivement accéder à une autonomie de ses processus psychiques en appui sur le développement de ses capacités de symbolisation. L'enfant sera progressivement en mesure de discriminer et de qualifier lui-même les expériences qu'il affecte en fonction des excitations qui traversent sa vie psychique, que ces excitations émergent de l'intérieur du corps ou de son environnement. Ce travail de symbolisation est porté par le regard de l'autre, la mère, l'environnement maternant, qui apporte une contribution essentielle à la construction du rapport au monde de l'enfant.
Dans le contexte de la rencontre de l'œuvre d'art et de l'art brut en particulier, le regardeur contribue à ce travail de symbolisation et l'on peut penser que c'est là le sens de la référence de Marcel Duchamp à la dynamique du regard de celui qui rencontre l'œuvre. Ainsi, on peut prendre appui sur le modèle suivant qui se décline en 3 temps pour rendre compte du travail de symbolisation à l'œuvre dans la création. De la perception à la sensation éprouvée, de la sensation éprouvée à l'affect et enfin de l'affect à la représentation. Je vais dire 2 mots de chacune de ces étapes qui concernent font aussi bien la création au sens de la production de l'œuvre que la création au sens de la rencontre de l'œuvre de création. La perception visuelle, tactile, pourquoi pas olfactive, auditive, gustative, entraîne une sensation éprouvée qui consiste dans une mobilisation corporelle autoréflexive. Deuxième étape, par la voie de la traduction qu'en propose l'environnement, la mer ou son substitut, et en appui sur la trace de sensations éprouvées de cette expérience, sensation éprouvée antérieure, la perception affecte la vie psychique d'une qualité particulière. Enfin, en appui sur l'affect, peut se développer un système de représentation, c'est-à-dire un processus qui vise une mise en image affectée de la réalité perçue. Cette mise en image est elle-même décrite en 2 temps, classiquement, par un premier temps diffus, plus diffus, on pourrait dire, la représentation chose, et un second temps plus organisé, sous-tendu par le langage, avec la représentation mot qui permet de nommer ce qui est perçu. La rencontre de l'œuvre d'art brut est de ce point de vue un observateur privilégié pour enrichir une modélisation psychanalytique du processus de symbolisation. Il ne s'agit en aucun cas d'interroger l'œuvre ou son auteur dans une lecture psychopathologique, pas plus que dans une lecture psychobiographique. Le projet est de tenter de s'approcher au plus près de l'expérience intime de l'auteur contenue dans l'œuvre pour en accueillir les signes. Et vous verrez que je reviendrai sur cette question du signe. Et de penser l'emboîtement nécessaire, dans le contexte de l'art brut, entre la figure de celui qui découvre l'œuvre, c'est quand même une particularité de l'art brut, c'est une œuvre qui ne se présente pas comme une œuvre, c'est une œuvre qui est découverte comme œuvre, qui est reconnue comme œuvre par un tiers. Donc entre la figure de celui qui découvre l'œuvre, le conservateur, le parent ou l'ami qui fait connaître l'existence de l'œuvre, et la figure de celui qui accueille l'œuvre et en est affecté, le regardeur, qu'il soit spécialiste de l'art brut ou non. Mais quel est le statut de ce regardeur, le statut métapsychologique de ce regardeur? Et pour, de façon un peu peut-être étonnante, vous me direz, pour aborder le statut métapsychologique du regardeur, je vais vous proposer de faire un détour par les théories dialogiques et sémiotiques. On l'a dit, il n'est d'œuvres plastiques littéraires, scéniques sans adresse. Cette adresse est parfois indirecte, voire retenue, ou bien portée vers un autre, le regardeur, ou encore vers un autre soi-même, le public intérieur, pour reprendre la formulation de Michel de Musan. La question de l'adresse engage de manière plus large la problématique de l'ouverture d'un espace dialogique à partir de la rencontre de l'œuvre, espace dialogique qui enrichit à l'infini l'œuvre de l'auteur. Comment définir cet espace? Sur quelle base processuelle peut-on en penser le déploiement? Dans quelle configuration envisager la contribution des approches sémiotiques, interprétatives et sensibles dans la rencontre de l'œuvre? L'hypothèse qui sous-tend cette réflexion consiste à considérer que c'est justement la rencontre sensible de l'œuvre qui contiendrait des conditions de possibilité de l'ouverture de cet espace dialogique au prix de l'engagement du témoin de l'œuvre. Témoin, spectateur, regardeur, peut utiliser différents termes. Il s'agira alors d'explorer cette voie de l'ouverture de l'espace dialogique à partir de l'œuvre de création. Cette voie est assez peu abordée dans la littérature, de la psychologie clinique en général et de la psychanalyse en particulier. Littérature qui se centre quand même essentiellement sur le processus de création du point de vue du créateur. Dans un premier temps, je proposerai de situer quelques points de repère avec des travaux, c'est pas les travaux, c'est pas exhaustif, avec des travaux pionniers consacrés à la psychologie de l'art, avant d'aborder les conditions de possibilité de l'ouverture de l'espace dialogique autour de la rencontre sensible de l'œuvre. Il n'est pas indifférent que le dialogisme décrit par Michael Bakhtin, à qui l'on doit en particulier le développement de ses propositions, Michael Bakhtin, un théoricien de la littérature, un phénoménologue en particulier.
Il n'est pas donc indifférent que ce dialogisme de Mikhail Bakhtin naisse avec son travail consacré à une approche de la littérature, c'est-à-dire de fait à une approche du processus de création. Comme le précise la préface de l'ouvrage rassemblant des textes de Bakhtin sous le titre « Esthétique de la création verbale », je vous ai inscrit quelques-unes des citations, plutôt que de construction ou architectonique, l'œuvre est avant tout hétérologie, pluralité de voix, réminiscence et anticipation des discours passés et à venir, carrefour et lieu de rencontre. Dans son écrit intitulé « Le problème du texte », daté de la fin des années 50, Bakhtin précise sa conception du dialogisme, ici appliqué au texte littéraire, dont il est possible, de mon point de vue, sans difficulté majeure, de transposer la proposition à toute œuvre de création. Pour Bakhtin, il s'agit de rendre compte des enjeux de la rencontre entre le lecteur et le texte, produit d'un auteur. Après avoir affirmé que, je le cite, le mot et de manière plus large le signe est interindividuel, Bakhtin précise l'enjeu proprement dialogique de la rencontre de l'œuvre de création. Et c'est la deuxième citation. On peut avancer que faire acte de compréhension, c'est faire partie intégrante de l'énoncé, du texte, plus précisément des énoncés, dans leur dialogicité, à laquelle participe un nouveau partenaire. On peut cependant considérer que la perspective dialogique formalisée par Bakhtin s'ancre dans des débats qui, déjà des décennies auparavant, avaient ouvert cette question de la contribution du témoin de l'œuvre, le lecteur, le spectateur, au processus de la création, et de contributions qui avaient, d'une certaine manière, préfiguré une approche dialogique de l'œuvre de création, même si elle n'utilisait pas ce terme. Je pense bien sûr aux travaux de Freud, sur lesquels je vais m'arrêter un peu et que je vais proposer de mettre en perspective des travaux de Vygotsky, qui lui aussi a proposé sa psychologie de l'art et qui s'est positionné par rapport à Freud. Enfin, je trouve que le débat, qui est un débat virtuel, parce qu'ils ne sont jamais débattus ensemble, mais le débat est assez intéressant. Dans ses écrits, on le sait, Freud prend régulièrement appui sur l'œuvre de création pour soutenir ses propositions de théorisation des processus psychiques. L'œuvre s'inscrit ainsi dans une dynamique intersubjective, propre à qualifier un espace dialogique. Elle porte en elle les germes d'une compréhension des processus qui régissent la vie psychique. Dans ses fameux échanges épistolaires avec Stefan Zweig, Freud met en avant, comme il l'avait déjà fait avec la lecture du roman de Jensen, Délire et rêve dans la Gradiva, la contribution croisée de la littérature et de la psychanalyse. Si, selon Freud, la lecture des œuvres de littérature éclaire la compréhension des processus psychiques, pour Zweig, les apports de la psychanalyse pour penser le processus de création apparaît indéniable. Voici ce que dit Freud, et c'est une citation tout à fait classique de l'apport de la littérature à la psychanalyse, dans son introduction à la Gradiva. Mais je trouve beaucoup de plaisir à relire cette citation, ne serait-ce que de la façon dont Freud parle des poètes. Voilà, je trouve que c'est une très jolie formulation. Ce sont de précieux alliés que les poètes, et on doit attacher grand prix à leur témoignage, car ils savent toujours une foule de choses entre ciel et terre, dont notre sagesse d'école ne peut encore rien rêver. En psychologie, ils sont bien en avance sur nous, hommes du quotidien, parce qu'ils puisent à des sources que nous n'avons pas encore rendues accessibles à la science. Dans ce texte fameux, Freud rencontre l'œuvre de création au travers de la figure de Gradiva. Dans l'énoncé des motifs de l'attraction du roman de Jensen sur Freud, celui-ci met l'accent sur la séduction opérée sur le héros par la figure de Gradiva, jeune femme figurée ici sous la forme du moulage d'un bas-relief grec. Cette séduction s'actualise dans une mise en abîme entre l'auteur de la sculpture et son modèle, puis entre l'auteur Jensen et son héros Norbert, puis enfin entre le héros archéologue Norbert, dont l'histoire est narrée par Jensen, et son lecteur, Freud en l'occurrence. Et c'est la deuxième citation. La démarche présentée ici, nous dit Freud, inhabituelle et pleine d'un charme tout particulier, avait vraisemblablement éveillé l'attention de l'artiste, et elle captive à présent, après tant de siècles, le regard de notre archéologue en contemplation. Sans doute peut-on aisément faire l'hypothèse, même s'il ne l'explicite pas, que Freud lui-même se trouve captivé par la jeune femme, par la jeune Gradiva,
mouvement qui transparaît tout au long de son étude sur les rêves qui émaillent le roman de Jensen. Christian Jouot, récemment, en s'adressant à Freud dans une lettre fictive, écrit ceci. Dans une étrange identification à Norbert, vous avez aussi installé un moulage du relief romain, pardon, j'ai dit grec, oui c'est romain, romain dans votre cabinet, juste sous les yeux de vos patients quand ils s'allongent. Mais derrière Gradiva, c'est bien Zoé que vous aimez. Zoé, désirable thérapeute entre allégorie et incarnation de l'analyste que vous n'avez jamais eue. Petite fiancée délurée, brillante et mutine. Rêve éveillé de l'homme marié et déjà père de famille nombreuse. Une maîtresse peut-être. Zoé Bertang serait-elle une rêverie érotique de Sigmund Freud? Ainsi, la dynamique intersubjective mobilisée dans la rencontre de l'œuvre de création est-elle très tôt au cœur de l'approche freudienne, dynamique portée par la charge affective, selon ces différentes colorations suscitées par l'œuvre. Vygotsky, quant à lui, dans sa psychologie de l'art, qui date de 1925, discute la place des contributions respectives de la psychologie individuelle et de la psychologie culturelle dans l'approche de l'art. Dans ce contexte, il soutient qu'il n'y a pas de pertinence à aborder la psychologie du créateur, ni celle du spectateur. Et il le dit de façon extrêmement marquée. L'analyse de ce que ressent le spectateur se révèle de même stérile, puisque ce vécu est lui aussi caché dans la sphère inconsciente du psychisme. Et Vygotsky, l'inconscient, c'est pas vraiment son truc. Et puis, il insiste finalement sur la place qui doit être accordée à l'œuvre d'art elle-même et à son analyse objective, qui seule garantirait une approche scientifique de l'œuvre. Cependant, alors que Vygotsky relève la dimension inconsciente des processus qui sous-tendent le processus créateur et la réception de l'œuvre, il milite pour une démarche qui écarte ces composantes afin de s'en tenir aux aspects de matérialité qui fondent l'œuvre d'art. Forme et matériaux. Rien de plus, on pourrait dire. À ce titre, on peut considérer que tout en reconnaissant le statut inconscient des processus qui fondent l'œuvre, l'auteur renonce en quelque sorte à les appréhender pour se centrer sur l'œuvre elle-même dans ses composantes propres, dans une forme d'abstraction des enjeux psychiques qui encadrent celle-ci, du créateur au récepteur. Voilà encore un terme. Ainsi, les aspects de la matérialité de l'œuvre ne peuvent être écartés de l'approche de l'œuvre dans la mesure où celle-ci nous informe de manière indirecte de ce qui se joue dans la rencontre sensible de l'œuvre. Elle en est assurément une composante, comme nous le verrons en particulier, à partir de la mobilisation sensorielle dans la rencontre de l'œuvre. Vygotsky, paradoxalement, n'est cependant pas totalement insensible à la dimension de la rencontre de l'œuvre par le spectateur, rencontre qu'il qualifie à partir de la notion de réaction esthétique, abordée du point de vue de la catharsis. C'est la deuxième citation, c'est en cette transformation des affects, en leur combustion spontanée, en la réaction explosive qui déclenche une décharge des émotions aussitôt suscitées, que consiste la catharsis de la réaction esthétique. En évoquant cette réaction esthétique, c'est alors toute la dimension de l'œuvre comme espace d'émergence, de transformation et de partage de l'affect qui se trouve mise en évidence. Faire un petit détour maintenant par la sémiotique avec Peirce et Eco. Les apports de la sémiotique à une pensée de la place du regardeur dans la rencontre de l'œuvre est elle aussi extrêmement importante. En effet, l'approche sémiotique considère la place du témoin de l'œuvre comme consubstantielle à l'œuvre elle-même. En considérant l'œuvre comme porteuse d'une fonction sémiotique, en appui sur les propositions de Peirce dans sa conception triadique de la sémiotique, Eco met en évidence que les signes proposés dans l'œuvre de création renvoient à des éléments de la réalité du monde, mais contiennent également une référence à la culture et aux productions culturelles. Suivant la théorie sémiotique de Peirce, et au regard de la place centrale qu'il accorde à l'interprétant, cette conception se démarque d'une conception figée de l'œuvre et ouvre celle-ci à des significations multiples et infinies au regard du contexte socio-culturel dans lequel s'inscrit le regardeur. Et je cite Peirce, « Un signe, ou représente un M, est quelque chose qui tient lieu de quelque chose, sous quelque rapport et à quelque titre. Il s'adresse à quelqu'un, c'est-à-dire crée dans l'esprit de cette personne un signe équivalent ou peut-être un signe qu'il crée. Ce signe qu'il crée
Je l'appelle l'interprétant du premier signe. Ce signe tient lieu de quelque chose, de son objet. Et c'est à partir de là que, pour Eco, Umberto Eco, la poétique de l'œuvre ouverte, c'est sa formule, est définie selon la formulation suivante. L'œuvre d'art est un message fondamentalement ambigu, une pluralité de signifiés qui coexistent en un seul signifiant. Et il ajoute plus loin, toute œuvre d'art alors même qu'elle ait une forme achevée et close dans sa perfection d'organisme exactement calibré, est ouverte, au moins en ce qu'elle peut être interprétée de différentes façons, sans que son irréductible singularité soit altérée. Jouir d'une œuvre d'art revient à en donner une interprétation, une exécution, à la faire revivre dans une perspective originale. Ainsi, l'interprétation que donne le regardeur détermine le destin dynamique de l'œuvre, interprétation sans laquelle l'œuvre demeurerait en quelque sorte lettre morte. L'espace dialogique ouvert par la rencontre de l'œuvre d'art initie donc une nouvelle œuvre de création que l'on peut considérer comme une extension de l'œuvre initiale. D'une certaine manière, dans son affirmation sur la place du regardeur, Duchamp confirme les propositions des sémioticiens lorsqu'il soutient que le récepteur de l'œuvre participe pleinement au processus de création. Somme toute, nous dit Duchamp, l'artiste n'est pas seul à accomplir l'acte de création, car le spectateur établit le contact de l'œuvre avec le monde extérieur en déchiffrant et en interprétant ses qualifications profondes, et par là ajoute sa propre contribution au processus créatif. Une part échappe donc radicalement à la volonté affichée du créateur. Et cette part se trouve, à son insu, d'une certaine manière, mise sur le devant de la scène. C'est non seulement la part insu qui anime l'œuvre à son corps défendant, qui se trouve valorisée, mais également la part attribuée à l'autre, au regardeur, qui contribue dans une démultiplication du processus de création à donner sens à l'œuvre. À cet égard, Michel Thévault propose une formulation du contrat qui s'établit entre émetteur et récepteur, entre auteur et regardeur. Et là où Umberto Eco évoque l'ambiguïté, Michel Thévault, lui, parle de l'ouverture d'un malentendu. Tel est l'étrange contrat qui régit le message artistique. L'émetteur se décharge sur les destinataires de la responsabilité d'un sens que ceux-ci, rétroactivement, lui imputent. L'inédit, ou plutôt l'invu, qui peut en résulter, advient par présomption mutuelle d'intention, comme le fruit d'un malentendu. La psychanalyse contemporaine apporte sa contribution à une réflexion sur la place du témoin de l'œuvre de création et des potentialités dialogiques qu'elle ouvre. Ensuite, aborde indirectement la question de l'adresse dans le processus créateur au travers de sa proposition de modélisation du processus créateur en 5 phases. Saisissement créateur, prise de conscience de l'émergence de représentants psychiques inconscients, instauration et choix d'un code, composition de l'œuvre et enfin production de l'œuvre au dehors avec l'exposition au public. Je reviendrai sur ces 5 phases du travail créateur. En intégrant la dimension de l'exposition de l'œuvre au public comme une phase à part entière du processus de création, on pourrait affirmer qu'Anzieu atteste de la dimension dialogique essentielle de l'œuvre. Si le public auquel s'adresse l'œuvre peut être situé sur la scène externe, dans une altérité radicale à l'égard du créateur, il peut également être considéré dans sa composante interne, comme le souligne Michel de Musan, avec la notion de public intérieur, figure complémentaire en quelque sorte du public au sens habituel du terme. À partir de là, 2 figures apparaissent ainsi complémentaires, celle du public intérieur, alternative ou alliée au public du monde extérieur dans le soutien du processus créatif, et celle du regardeur qui va qualifier a posteriori l'œuvre et contribuer à lui accorder un statut souvent discuté et parfois nié par l'auteur lui-même, tout particulièrement dans le champ de l'art brut. On connaît la difficulté des auteurs d'art brut de se reconnaître comme créateur, comme auteur, comme artiste, et la difficulté aussi, dans un certain nombre de cas, à accepter l'exposition de leurs œuvres, à se séparer de leurs œuvres. Je vous ai projeté à un moment une œuvre de Michel Moret, qui est un auteur d'art brut fribourgeois, qui est un auteur
vivant qui vit dans sa ferme au milieu des vaches. Non, il n'a plus de vaches, mais avant il avait des vaches. Donc au cœur de la campagne fribourgeoise, chaque fois que ces œuvres sont empruntées pour une exposition, il faut des jours, des semaines de rencontres avec lui, de négociations avec lui, hein, pour qu'il puisse se séparer de ses œuvres. Et un monsieur qui vieillit, qui a avancé dans son auto-reconnaissance comme auteur, on pourrait dire, et qui est en train d'envisager de faire donation d'une partie de ses œuvres à la collection de l'Arboit. Mais ce sont des œuvres qui sont assez impressionnantes, qu'on ne peut pas juste mettre dans un placard, et qui posent des problèmes de conservation aussi importants. Je me suis un peu éloigné. J'étais avec Michel Demuzan. Donc, la spécificité de la dynamique qui s'instaure ainsi dans le lien de soi à soi, en considérant l'altérité à soi, et de soi à l'autre, ce que j'appelle l'altérité radicale, sur le fond de l'expression d'une nécessité de la création, conforte le paradigme dialogique pour une approche du processus de création. Michel Demuzan souligne le caractère indissociable de la mobilisation de ces différents publics, ou de ces différentes adresses, qui, chacun à leur manière, introduisent l'œuvre à une scène en dialogue permanent et nécessaire. Ainsi, pourrait-on dire que s'ouvre une forme d'espace dialogique interne qui, telle une poupée russe, se trouve contenu au sein d'un espace plus large, celui d'espace dialogique à proprement parler. Cet espace dialogique interne se constituerait comme une trame fondatrice, précondition au déploiement dialogique, considéré au sens de l'actif. Et je vais terminer ce parcours avec Muriel Gagnebin et ses propositions tout à fait éclairantes, en particulier avec sa notion d'ego alter de l'artiste, notion sur laquelle elle s'appuie pour conceptualiser le rapport singulier entre l'auteur et celui qu'elle nomme, elle, le spectateur contemplateur. En effet, selon la proposition de Muriel Gagnebin, il s'agit d'être en mesure de considérer, je la cite, la construction de chaque œuvre d'art et de découvrir en chacune ce moment particulier où l'exégète, après l'artiste et comme le spectateur attentif, perçoit en l'œuvre la puissance d'un autre que j'ai été maintes fois amené à appeler ego alter. L'œuvre de création pourrait alors être envisagée comme dialogique par essence du fait des processus mobilisés dans son élaboration qui impliquerait nécessairement cette dimension de l'alter. Cet alter, dans l'ego alter, ouvre une faille, une fracture, qui, loin de conforter l'auteur, le confronte par l'introduction du spectateur et de ses propres exigences. Et je cite à nouveau Muriel Gagnebin. En revanche, ces œuvres d'art dont on déclare qu'elles sont bouleversantes seraient celles en qui aurait prédominé la rencontre de l'artiste avec l'ego alter. Ne constituerait-elle pas ainsi l'occasion pour le spectateur de réitérer l'expérience inaugurale de la confrontation avec l'objet primaire? La référence aux expériences relationnelles précoces inscrit la rencontre de l'œuvre dans le registre des interactions qui fondent le devenir sujet et qui nécessairement contribuent à une mise en sens des premiers éprouvés mobilisés par l'œuvre. Et c'est là que se joue cette expérience de la rencontre sensible de l'œuvre dont je vais maintenant dire quelques mots. Quelles sont donc les conditions de l'expérience de la rencontre sensible de l'œuvre et tout particulièrement de l'engagement de l'affect dans cette rencontre? On l'a vu, Freud, et en yeux à sa suite, considère la rencontre de l'œuvre de création dans ce contexte de l'espace dialogique, sémiotique, intersubjectif que celle-ci autorise. Mais au-delà du processus sémiotique, sur quel ressort psychique cette rencontre se déploie-t-elle? On peut définir la rencontre sensible de l'œuvre à partir du modèle de l'expérience de la rencontre clinique et des mobilisations intersubjectives qu'elle convoque. En effet, à l'instar de la rencontre clinique qui implique une mise au travail des mouvements transféraux contre transférentiels, la rencontre sensible de l'œuvre ouvre à une attention à ces mouvements en appui sur la valorisation d'une démarche personnelle et vivante, engageant la sensibilité, la créativité et la réflexivité. Il faut souligner in fine que cette démarche s'appuie sur un implicite qui est celui de la nature fondamentalement ou nécessairement projective de l'œuvre de création. La rencontre de l'œuvre mobilise une palette d'éprouvés et d'affects à même de qualifier pour chacun l'expérience vécue
et la conduire sur la voie de la symbolisation. Cette mobilisation se déploie en appui sur l'expérience du corps dans les différents registres de sensorialité qu'elle met en jeu à partir des éléments de la matérialité de l'œuvre. On peut remarquer indéniablement que l'œuvre de création suscite l'émergence d'affect. Elle invite à un processus qui, plus ou moins à notre insu, vise à donner un sens personnel à la rencontre, a inscrit celle-ci dans un projet de subjectivation. Pour reprendre la formulation de Peirce, on peut considérer que l'œuvre produit un signe au sens du représentanem qui prend forme au travers de la rencontre avec un interprétant. Mais que contient ce représentanem à même d'ouvrir l'espace dialogique avec le témoin de l'œuvre? Mon hypothèse, alors elle est peut-être un peu risquée, on va voir, vous me direz, est que le signe premier porté par l'œuvre de création contient une trace des éprouvés de son auteur, point d'ancrage pour la démarche interprétante. En d'autres termes, le signe porte la trace d'un affect en devenir que l'on peut référer à la forme de ce que Schiavaldini appelle l'affect inachevé. Alors il en parle dans un contexte clinique radicalement autre, mais je trouve cette formulation extrêmement précieuse, de considérer qu'effectivement il y aurait au cœur de l'œuvre quelque chose d'un affect inachevé. Le détour par la théorie sémiotique de Peirce permet de faire un pont, peu élucidé jusque-là, entre le processus créateur, le processus du créateur, et le processus regardeur, ou le processus du regardeur. Entre l'œuvre de création et le témoin de l'œuvre, s'ouvrirait alors un espace proche de ce que la psychanalyse décrit avec le processus de composition de l'affect, initié par Freud et repris par Roussillon ensuite, qui consiste, pour l'environnement maternel de l'enfant, à refléter et nommer les mouvements qui agitent l'enfant en quête d'une signification. Le spectateur serait en effet invité, face à l'œuvre, à donner sens à la trace des éprouvés déposés dans l'œuvre, à refléter ces éprouvés au travers d'une mise en forme affective au sens de l'affectation du spectateur par l'œuvre. Ainsi, si l'œuvre de création porte le signe, celui-ci ne pourra se trouver engagé dans un processus sémiotique interprétant que pour autant que la trace des éprouvés qui habitent ce signe rencontre chez le spectateur un écho ou une résonance avec ses propres expériences. Ici, le processus de composition de l'affect s'inscrit dans un projet différent de celui qui le sous-tend dans le contexte des premières relations entre l'enfant et son environnement. On pourrait dire que la composition de l'affect s'y joue à guichet fermé, sans boucle de rétroaction propre au développement du processus subjectivant, sans effet de partage dans l'intersubjectivité, sauf situation particulière bien sûr, dans laquelle la rencontre effective entre l'auteur de l'œuvre et le spectateur permet que se déploie composition, et on pourrait même dire partage d'affect. Et je pense qu'on a eu les uns ou les autres l'occasion de vivre cette expérience. C'est une expérience tout à fait singulière, évidemment, au-delà de la rencontre de l'œuvre. On retrouve ici l'intuition de Vygotsky lorsqu'il évoque avec la notion de réaction esthétique la perspective selon laquelle l'œuvre de création constitue un espace de transformation des affects. Voilà, ça c'est le premier temps. Je sais pas, on a commencé un peu en retard. Oui. Allez, encore 15 minutes, ça serait bien. D'accord. Il va que je fasse des choix. Oui, comme tout. Non, je vais faire des choix. Oui, je vais faire des choix. Non, alors, bon, j'avais prévu de reprendre les différentes phases du processus créateur de Didier Anzieux, mais j'imagine que tout le monde les connaît. Vous avez lu Le corps de l'œuvre, vous le connaissez par cœur. Non, bon. Alors je vais quand même, alors je vais en dire quelques mots. J'irai assez vite sur les différentes formes de travail psychique engagées dans le processus de création, et puis j'arriverai à ma proposition d'une modélisation pour une lecture clinique de l'œuvre, et puis à vous présenter Nanetti, et puis peut-être d'Heureux si vous avez envie. Donc, Didier Anzieux propose une modélisation du processus créateur en 5 phases, et il suggère que ce déroulement accompagne tout processus de création, alors, ce qu'on pourra éventuellement discuter. Premièrement, le saisissement créateur, donc saisissement créateur du créateur, avec la contribution hallucinatoire au processus de création. La deuxième phase, qui est une prise de conscience de l'émergence de représentations psychiques inconscientes, avec ce qu'il appelle la remémoration affective. On voit bien comment la place de l'affect est centrale. Troisième phase, l'instauration et le choix d'un code
qui permettra à l'œuvre de prendre corps. Quatrième phase, la composition de l'œuvre, à proprement parler, on pourrait dire dans sa matérialité. Et enfin, la production de l'œuvre au dehors et l'exposition au public. Dans l'art brut, on peut considérer que l'auteur fait généralement l'économie de la cinquième phase. Parce que s'il ne fait pas l'économie de la cinquième phase, ce n'est pas de l'art brut, d'une certaine manière. Puisque le propre de la création d'art brut est de conserver une dimension intime jusqu'à sa reconnaissance par un tiers. Même si de fait, comme je l'évoquais tout à l'heure, un certain nombre d'œuvres se trouvent d'emblée exposées puisqu'elles sont produites dans un espace public. Alors je pense en particulier à ce que on appelle les anarchitectures de Richard Greaves au Québec, qui sont des créations de cabanes dans la nature. Alors, effectivement, par définition, ces cabanes, elles ne restent pas secrètes. Sans doute, le saisissement créateur, si je reprends les autres phases, constitue-t-il l'expérience la plus universelle de la création, avec le sentiment tout à la fois de la nécessité et de l'urgence de l'acte créateur, sous l'influence de mouvements hallucinatoires, non pathologiques, qui inaugurent le passage à l'acte créateur. La remémoration affective accompagne la création en deçà du processus représentatif et est indissociable du processus de symbolisation engagé dans l'œuvre. Elle contribue à l'investissement du processus de création en lui-même. Cette deuxième phase n'est pas nécessairement explicitée, elle demeure le plus souvent comme un insu de l'acte créateur, mais elle infiltre la création. C'est autour du choix du code et de la composition de l'œuvre en elle-même, troisième et quatrième phase, que se manifeste la spécificité de l'art brut. Peu perméable au système symbolique partagé, bien souvent démuni quant à l'accès aux matériaux classiques et nobles de la création artistique, les toiles, les matériaux ou outils spécialisés de la création, les auteurs d'art brut inventent et bricolent leur propre médium, souvent avec ce qui est à leur disposition, selon les conditions dans lesquelles ils se trouvent, et ils inscrivent dans l'œuvre une trace des éprouvés brutes qui émergent du saisissement créateur. Le repérage et le décryptage de la manière dont chaque auteur d'art brut traverse ces différentes phases passe par l'écoute du discours produit sur la création. On passe bien sûr par la rencontre de l'œuvre, mais aussi par le discours. L'écoute du discours produit sur la création. Discours de l'auteur, discours des proches, discours du découvreur de l'auteur d'art brut, c'est-à-dire celui qui qualifie et authentifie d'une certaine manière la démarche du créateur comme démarche d'auteur. Didier Anzieux nous a aussi proposé de considérer les différentes formes de travail psychique engagées dans le processus créateur, un peu comme un complément processuel, on pourrait dire, à la perspective développementale de ces 5 phases du processus créateur. Ces différentes formes de travail psychique ont été décrites par Didier Anzieux avec le travail du rêve, le travail du deuil et le travail de la création. Personnellement, je propose de substituer la référence au travail de la création par la référence au travail du jeu, dans la mesure où l'on peut considérer que le travail du jeu concourt en tant que tel au processus de la création, aux côtés du travail du rêve et du travail du deuil. De fait, le travail du jeu permet de décrire les processus impliqués dans la création de manière plus spécifique. Dans cette perspective, la création est envisagée comme travail psychique, c'est-à-dire comme processus de transformation psychique. Elle consiste, au travers du processus de symbolisation, en un passage du registre pulsionnel, ce qui pousse le sujet à créer, au registre représentationnel, ce que le sujet donne à voir dans le registre de la représentation, dans le projet, souvent insu de la mise en forme et en sens de l'expérience subjective dans ses ancrages les plus archaïques. Ce processus de transformation mobilise les principes organisateurs de la psyché, dont l'engagement dans le travail psychique du rêve, du deuil et du jeu rend compte et dont l'œuvre porte la trace. Autrement dit, la lecture clinique de l'œuvre permet d'appréhender la dynamique du fonctionnement psychique de son auteur, ou des éléments de la dynamique psychique de son auteur, pour rester effectivement suffisamment humble, dans la mesure où la création et le rapport que l'auteur entretient avec elle témoignent de la nature du travail psychique et des conflits qui y sont liés, ainsi que des modalités d'aménagement mobilisées. Je
crois que je vais passer. Je voulais vous parler un peu du traumatisme, mais bon, voilà, c'est des choses qui sont assez connues. Hein. J'ai oublié de vous passer quelques diapositives. Alors, je vais le faire maintenant. Là, j'avais Judith Scott. Donc, on avait aussi sur la diapositive de titre qui est sur le choisi pour la couverture de l'ouvrage. Donc, une auteure américaine qui opère des enveloppements d'objets avec du matériau textile. L'histoire raconte qu'elle vole des objets qu'elle dissimule ensuite en les recouvrant de différentes figures textiles. Alors je crois qu'il y a un peu de mythologie autour du vol des objets parce que c'est une personne qui a fréquenté un célèbre atelier créatif en Californie et je ne pense pas qu'on l'incitait à voler pour pouvoir créer. On lui mettait aussi à disposition un certain nombre de choses. Alors là, une des auteurs phares, on va dire, de la collection de l'art brut, historique, Aloïse. Aloïse qui crée des œuvres absolument fascinantes, d'une taille immense. Il y a une œuvre dans la collection de l'art brut qui descend toute la hauteur de l'escalier sur 2 étages, qui doit faire 12 mètres de haut. Et donc internée en hôpital psychiatrique pendant 30 ou 40 ans de sa vie, elle va récupérer le papier craft des emballages pour s'en servir de support de création. Elle va les coudre les uns avec les autres pour pouvoir se fabriquer les formats qui lui conviennent pour son œuvre. Et puis comme le matériau de base est rare, elle peint recto et verso. Bon, on a des œuvres comme ça qu'on peut regarder de façon biface et elle va utiliser, en tout cas au début, des moyens extrêmement précaires, on pourrait dire, pour réaliser les couleurs, en utilisant les sucs des fleurs, en utilisant le dentifrice pour faire le blanc, etc. Voilà, ça me donne un peu une idée, effectivement, de comment se trouve animée la création de ces auteurs. Alors voilà, on voit, oui, ça. Alors ça, c'est un peu ma proposition qui rassemble et organise les différents points de vue à partir desquels le processus de création peut être envisagé. En tout cas, voilà, je vous propose de pouvoir aborder le processus de création de ces différents points de vue et je vais illustrer, alors pas de façon systématique et exhaustive, mais illustrer un certain nombre d'aspects avec l'œuvre de Nanetti. Nanetti, voilà, Fernando Oreste Nanetti. C'est un auteur d'art brut italien qui a déployé sa création sur les murs de l'hôpital psychiatrique de Volterra en Italie, où il a été interné pendant de très nombreuses années. Il est mort en 1994. Son œuvre peut être qualifiée de lapidaire, tout à la fois du point de vue du choix du support. Il va donc, je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Tout à la fois du point de vue du support, qui s'apparente à la pierre, les murs de l'hôpital, et plus précisément son revêtement de ciment, en fait. Il va graver le revêtement de ciment, ce qui fait qu'avec la détérioration des murs de l'hôpital, son œuvre se détériore en même temps. Ce que vous voyez ensuite dans les diapositives qui suivent, ce sont des moulages qui ont été réalisés par la collection de l'art brut et aussi dans une perspective de sauvegarder cette œuvre qui sinon est vouée à une destruction inévitable. Donc, lapidaire à la fois du point de vue du support donc, et du point de vue du mode de saisie de cette matière abrupte et résistante. En effet, c'est à une expérience lapidaire que Fernando Oreste Nanetti invite aussi ceux qui rencontrent l'œuvre à s'associer. Cette œuvre, elle est réalisée par la percussion, on pourrait dire, du mur de l'hôpital par un outil tout à fait
anecdotique, on pourrait dire, hein, puisqu'il s'agit de la pointe de la boucle de la ceinture de Nanetti. Donc on voit la pauvreté, hein, des moyens au service de la création. L'œuvre de Nanetti se confronte à la massivité de l'hôpital et creuse ses murs, support de l'œuvre. Elle est une œuvre scripturale, composée essentiellement des signes d'une écriture, fruit de sa création, mais aussi d'autres signes graphiques, des formes géométriques, des croix, des étoiles. Ces signes, dont le sens nous échappe, hein, partiellement du fait de l'utilisation par l'auteur d'une langue singulière, ce n'est pas de l'italien habituel, sa propre langue, ces signes sont disposés en ligne. Ils sont aussi délimités, parfois encadrés, correspondant ainsi à la délimitation tracée au préalable des pages d'un livre écrit sur le mur. Et ça, c'est le témoignage de l'infirmier qui a soutenu, on pourrait dire, Nanetti dans son œuvre, qui permet de savoir qu'effectivement, il traçait d'abord les cadres avant de les remplir. La rencontre de l'œuvre de Nanetti confronte d'emblée à une difficulté. Comment accéder à une œuvre qui se trouve par définition immobilisée dans son espace d'implantation originale, œuvre par ailleurs soumise, je l'ai dit, aux aléas du temps et des choix institutionnels et politiques qui en menacent la pérennité. Le dispositif muséographique choisi par la collection de l'Art Brut en 2011, afin d'autoriser la rencontre de l'œuvre de Nanetti, accompagnait le témoin de l'œuvre pour favoriser une expérience plurisensorielle. Visuelle, bien sûr, mais aussi sonore, tactile et, on pourrait dire, proprioceptive. En effet, la présentation de facsimilés des murs gravés de l'hôpital, disposés dans un espace clos au sein de l'exposition, invitait le témoin de l'œuvre à se faufiler pour s'approcher au plus près de la création. Et là, on pouvait toucher. Pendant que l'accompagnement sonore d'une voix donnait accès de manière intermittente à la lecture du texte gravé sur le mur, avec un effet d'étrangeté d'une langue dont on ne pouvait guère saisir de repères. La photographie, par ailleurs, du linéaire de 70 mètres de murs sur lesquels se déploie la totalité des inscriptions de Nanetti et la mise à disposition d'éléments contextuels de la création de l'auteur, son outil, la maquette de l'hôpital, contribue à introduire le témoin de l'œuvre au cœur d'une expérience intime, celle de l'enfermement, de la confrontation brutale à la matière du mur, celle de l'étrange d'une langue qui échappe à une compréhension dans les codes habituels. Peu d'indices sont disponibles pour appréhender le processus de création de Nanetti. Seuls sont connus donc l'outil qui permet l'entame du ciment et donc la gravure, hein, cet ardillon pointe de la boucle de son gilet, pas de sa ceinture, détourné de sa fonction initiale, le cadre général de l'hôpital, la géographie des murs, support de l'œuvre, ainsi que le témoignage donc, de l'infirmier qui a connu Nanetti, Aldo Trafelli. Dans le contexte de l'œuvre de Nanetti, on peut faire l'hypothèse que le saisissement créateur s'impose à partir de la rencontre avec les murs de l'hôpital, où il se trouve interné contre son gré. Il fera plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. S'attaquer au mur de manière créatrice autorise une forme de subversion de l'expérience de l'enfermement et dans le même temps autorise une prise active sur la délimitation des espaces au travers de la mise à l'épreuve des limites physiques entre dedans et un dehors, limites qui sont imposées à l'auteur. Peut-on alors penser que de manière métaphorique, cette mise à l'épreuve soutient un questionnement plus intime, celui qui concerne la délimitation entre la vie psychique et la réalité externe, questionnement central dans l'émergence des manifestations hallucinatoires qui ont conduit à l'internement psychiatrique. Question. Nanetti, en appui sur l'expérience intime de l'enfermement et sur l'écho de cette expérience, invente un code qu'il déploie au fil des ans. Son œuvre s'est déployée sur une durée de 9 ans environ, dans une continuité persévérante tout au long des murs. Ce code, dont le sens demeure insaisissable aux témoins de l'œuvre, structure la création et peut être compris comme dans une double fonction d'expression personnelle et originale et d'ancrage dans un système de sens qui lui est propre et dont on peut faire l'hypothèse qu'ils organisent et protègent un espace propre dans le contexte de la perte d'intimité typique de l'hospitalisation psychiatrique, surtout à cette époque. La composition de l'œuvre se déroule dans le temps et dans l'espace, elle rythme le temps de vie de Nanetti.
et s'inscrit comme un repère dans son quotidien d'enfermement. En effet, l'œuvre est réalisée à l'occasion des temps de promenade dans la cour de l'hôpital, un extérieur qui est encore un intérieur, un lieu clos, ouvert, dont l'expérience fait jouer à sa manière une scansion entre le dedans et le dehors. L'œuvre se présente par ailleurs comme le support d'un récit intime, indéchiffrable. En gravant les murs de manière artisanale, l'auteur s'affronte dans un corps à corps à la matière des murs de l'hôpital où il est interné pour marquer ceci d'énigmatiques traces de son histoire, de traces de lui-même, de sa subjectivité. En faisant appel à une nouvelle langue, ces traces racontent-elles l'intime d'une histoire, et cette prise de position créatrice peut-elle être comprise comme une contribution à l'identité narrative de cet auteur. Cet auteur qui se faisait appeler le colonel astral. Donc il avait comme ça référence à des aspects mystiques, métaphysiques. Enfin, l'exposition de l'œuvre et sa publicisation est partie prenante de l'œuvre elle-même. Réalisée sur des espaces ouverts d'un monde clos, elle s'expose au regard, s'impose comme expérience incontournable à tout témoin, aux autres patients, au personnel de l'hôpital et peut-être aussi aux visiteurs. On peut envisager l'œuvre de Nanetti du point de vue de la forme de travail psychique qui est celle du travail du jeu, en tout cas particulièrement, principalement. À partir des éléments de sa réalité et de son expérience concrète, Nanetti s'engage dans un processus de transformation qui implique l'espace dans lequel il vit, mais également qui implique les codes au sein desquels se développent les réseaux d'échange et de sens. Jeu avec la matière, jeu avec la trace, jeu avec la langue. C'est une forme de plasticité entre monde interne et réalité externe à laquelle invite Nanetti. Cette plasticité se joue à partir de la rencontre avec les murs, référence à la materia prima, matrice maternelle tout à la fois soutenante et protectrice, mais aussi marque de la contention, qui autorise le développement d'un jeu avec les limites, les délimitations, l'ouverture et la fermeture. Il importe de souligner dans le même temps les butées de ce jeu et ses empêchements du fait du statut de l'internement et sans doute aussi de la maladie mentale qui en constitue le motif. Si ces conditions particulières réduisent singulièrement les conditions d'expression qui pourraient émerger au sein du dispositif d'enfermement, elles autorisent cependant chez les auteurs d'art brut le déploiement de potentiels souvent insoupçonnés. Ici, le point de butée irrémédiable des murs, peau carapace intransigeante, conduit à une création marquée par une forme d'acharnement, les 70 mètres de murs gravés, et par la compulsion, une contrainte de répétition qui semble s'imposer au plus intime des mouvements psychiques. Du point de vue du témoin de l'œuvre fait appel, elle fait signe dans la mesure où son caractère énigmatique implique et contraint le regardeur dans sa création. Appel au sens et à la traduction, dans l'intrication des différents signes qui entament les murs, appel au jeu avec la mobilisation de l'expérience d'un trouvé créé, entre d'une part le trouvé au dehors, que représentent les signes tracés, et d'autre part le créé au dedans, auquel ces signes renvoient pour chacun. La dynamique de l'œuvre se déploie ainsi au-delà de son existence propre et au-delà de sa matérialité même, au travers de la diversité des formes interprétatives du signe et de la langue qui accompagnent le travail de déchiffrement de la création. L'œuvre de Nanetti, vous l'avez vu, se glisse le long des murs de l'hôpital, de manière paradoxale. En effet, l'auteur attaque les murs avec la pointe de la boucle de son gilet, il les marque et les défigure, au vu et au su de toutes et de tous, et dans le même temps, il y inscrit la trace de sa présence dans une continuité rassurante. Peut-on penser l'œuvre comme tentative de donner sens à l'expérience intime des limites dans les différentes acceptions que j'ai évoquées précédemment? L'œuvre apparaît en effet indissociable de l'expérience vécue, dans une forme de corps à corps avec le support de la création qui impose une forme de résistance, du support enveloppe du mur, de soi-même comme auteur, engagé corporellement et affectivement. Par le jeu, tente de se symboliser des vécus de perte des limites, les siennes propres, celles que le monde impose à l'auteur, les limites entre moi et autrui, ainsi que les risques de vacillement de celles-ci. Le statut de la représentation de Nanetti interroge. Entre images et mots, graphisme et lettres, c'est davantage sur le versant des éprouvés archaïques que paraît se jouer la potentialité symbolisante. Emprunte-t-elle la forme d'un cri,
de l'expression d'une souffrance, d'un appel explicite que seule une réponse bienveillante permettrait d'accueillir et de contenir. 2 indices semblent attester de la nature de la réponse qui a été apportée à l'expression et au déploiement de l'œuvre de Nanetti, sans compter sa réception à la collection de l'Art brut qui intervient après le décès de l'auteur. Ces 2 indices, c'est d'une part la contribution passive des malades assis sur le banc de la cour de promenade que les tracés de Nanetti doivent contourner pour poursuivre une inscription continue. Alors, je n'ai pas cette photo, mais elle est tout à fait extraordinaire. Ça, c'est un autre bout du mur, un peu plus à droite. On voit qu'effectivement, il y a le banc, et puis au-dessus du banc, on imagine la place des personnes assises sur le banc. Puis Nanetti, il a fait son cadre au-dessus des personnes assises sur le banc. Hein, voilà, c'est une manière de signifier cet accueil de l'œuvre. D'autre part, évidemment, la tolérance manifeste de l'institution hospitalière à l'égard de cette forme de défiguration des murs auquel se livre l'auteur. C'est quand même pas indifférent qu'une institution publique et sérieuse comme un hôpital psychiatrique supporte de se laisser défigurer de cette façon-là. Je vous dis 2 mots de Philippe Dereux. Ah oui. Allez. Vous connaissez Philippe Dereux? Non? La Maison Rouge. La Maison Rouge devait exposer Philippe Dereux. Alors c'est un auteur tout à fait atypique. Non, ça c'est toujours Nanetti. Voilà. Philippe Dereux. Alors, c'est une œuvre qui interroge ce que j'appelle les confins de l'art brut, dans la mesure où Philippe Dereux a été initialement assistant de Dubuffet. Assistant de Dubuffet, puisqu'il sera le chasseur de papillons de Dubuffet dans les années 1950, lorsque Dubuffet faisait des œuvres en ailes de papillons. Donc Philippe Dereux est un enseignant, l'instituteur dans la région de Lyon, et il va travailler pendant plusieurs étés dans la région de Vence pour Dubuffet. L'histoire ne dit pas comment il a débarqué à Vence, mais bon. Et il va définir à l'époque, il définit cette époque de collaboration avec Dubuffet comme, je le cite, celle d'une modeste collaboration. Je dis bien modeste, car j'étais le marmiton qui épluche les légumes pour la cuisine du chef. Alors vous verrez que cette métaphore de l'épluchure des légumes, elle a évidemment tout son sens, puisque les œuvres d'Heureux sont des œuvres qui sont réalisées avec une base d'épluchure de légumes et de fruits. Dès les années 1960, Philippe Dereux se détache de Dubuffet pour engager sa propre production plastique. Il se met à son compte, en quelque sorte, et d'ailleurs Dubuffet lui reprochera. Il sera fâché avec Dubuffet pendant plusieurs années. Ils se réconcilieront un peu plus tard. À défaut d'avoir réussi à écrire et à publier ses écrits, Dereux va se mettre à la production plastique, création donc qui s'appuie sur l'emploi d'épluchures et autres matières végétales. On notera que la référence à la cuisine, la préparation et la cuisson des aliments, le lieu de la création, la référence à la pratique gustative, qui émaillera l'ensemble de son œuvre, est déjà bien présente dans l'explicitation du rapport entretenu avec Dubuffet. D'emblée, Philippe Dereux se définit comme créateur à partir de la mise en forme des restes alimentaires. Ainsi, c'est dans cette marge, liée au choix des matériaux et de la technique de création, doublée d'un retrait à l'égard de l'art institutionnel, que l'on peut situer l'appartenance de cet auteur à l'art brut, à l'art même que l'on ne peut le considérer par ailleurs à l'écart de toute inscription et influence culturelle, comme l'imposeraient les critères de définition de l'art brut. Alors, Jean Dubuffet avait trouvé une alternative en créant à côté de la collection de l'art brut ce qu'il appelait la collection Neuve Invention, dans laquelle pouvaient rentrer des auteurs qui se trouvaient dans cette marge, comme Gaston Chessac, comme Philippe Dereux, comme Michel Nedjar, etc. Philippe Dereux produit des œuvres par centaines entre les années 1960 et 2000. Celle-ci évolue d'une production non figurative, comme celle-ci, dans laquelle les épluchures constituent une matière plastique qu'il rehausse de gouache, jusqu'à une production théâtralisée que l'on pourrait nommer en clin d'œil des théâtres d'épluchures. Voilà, celle-ci, par exemple. Parallèlement, la création plastique de l'auteur se double d'une écriture qui explore et documente son processus de création, et ça évidemment c'est tout à fait passionnant, et qui documente en particulier le lien intime et singulier qu'il entretient avec les épluchures.
Dereux insiste sur les potentialités intersubjectives des épluchures et trace les limites de son travail créateur, dont il dénie tout projet artistique, mais auquel il assigne une dimension sensorielle, affective, sensuelle. Il convient donc de s'arrêter sur la matière de l'œuvre de Dereux, matière qui évoluera dans son mode de traitement des épluchures. Dans un premier temps, c'est donc la matière de base de l'œuvre peinte, puis elle devient matière expressive à part entière. Le travail des épluchures occupe une large part de son œuvre, puisque ce travail conditionne la possibilité même de l'œuvre. Recueil des épluchures et autres matières végétales, séchage et conservation de celles-ci. La technique de l'œuvre se caractérise par la maîtrise du collage et de la peinture, mais aussi progressivement par la fabrication de caissons en bois. C'est le cas de cette œuvre qui est en fait dans un caisson en bois là. On ne le voit pas parce qu'elle a été démontée pour être photographiée. Ces caissons qui viendront accueillir la réalisation et qui vont autoriser une sorte de mise en scène dans le registre de la tridimensionnalité. L'œuvre de Dereux évolue ainsi au fil du temps avec trois grandes périodes. Alors oui, j'ai des œuvres des trois grandes périodes. En premier lieu, des œuvres non figuratives, dominées par un souci éminemment esthétique et qui s'inscrivent par leur titre dans une perspective que l'on pourrait qualifier d'anthropologique. Alors, ce n'est pas tellement le cas pour celle-ci, mais il y a par exemple une œuvre qui, ni celle-ci, une œuvre qui s'appelle La Selle funéraire ou une œuvre qui s'appelle Monade. En deuxième lieu, Dereux va réaliser des portraits qui apparaissent souvent comme des formes de caricatures et enfin, donc, des petits théâtres qui donnent à voir une scénarisation du quotidien. Alors celui-là, il s'appelle Petit théâtre à l'orange parce que les épluchures d'orange ont une place extrêmement importante, mais on a par exemple la foule du stade ou les justiciers, voilà, des figures comme ça du quotidien. Dereux a consacré par ailleurs un certain nombre d'écrits donc à son processus de création, témoin du laboratoire des processus psychiques qui le sous-tendent. Deux affirmations principales émergent de ces propositions. Premièrement, l'œuvre doit s'inscrire dans les contingences du quotidien et se trouve indissociable du lien à la nourriture et de l'expérience de satisfaction orale qui l'accompagne. Elle ne peut, d'une certaine manière, se soustraire à la satisfaction au risque d'une dénaturation de la création. L'auteur travaille sur la table de sa cuisine avec toutes les limites qu'il reconnaît à cette pratique et il attache une importance primordiale à la qualité de l'épluchage qui garantit la qualité de la création. Il propose de décerner un diplôme de bonne éplucheuse comme condition préalable au mariage. C'était une époque où on pouvait encore formuler des propositions comme ça. Deux extraits d'un de ses livres qui s'appelle Le Petit Traité des épluchures témoignent de la place de ces contingentes. Je cite Dereux. Pour que j'aie plaisir à coller mes épluchures, il faut véritablement qu'elles soient des rebuts, c'est-à-dire que le fruit ou les légumes qu'elles contenaient aient servi à l'alimentation. Au fond, les deux joies, manger et coller, sont inséparables. Peut-être que le jour où j'achèterai exprès des fruits ou des légumes pour les pots, sans intention, j'aurai la sensation de faire de l'art, et par là, je serai moins à l'aise dans ma tentative. Un peu plus loin, il écrit « Le dernier melon que nous avons mangé n'était pas franchement bon. Du coup, j'ai collé les pots avec moins de satisfaction. » Deuxième affirmation, l'œuvre répond à un certain nombre de nécessités et de contraintes, tout à la fois attachées à la matière de la création. Dereux fait référence aux qualités propres des épluchures, des qualités quasi animiques, puisqu'il évoque le pouvoir des pots. Et l'œuvre répond aussi à la posture de la création qui exige de l'auteur une garantie quant au sérieux de sa démarche, ainsi qu'une véritable ascèse dans l'art d'accommoder ces restes que sont les épluchures. Rapidement, on peut dire que l'œuvre de Philippe Dereux illustre de façon assez magistrale les différentes formes de travail psychique engagées dans la création. Le travail du deuil d'abord, en lien avec la matière brute de la création et avec le processus de transformation qui en fonde la nécessité. L'œuvre peut-elle être considérée comme une mise en forme de l'informe et comme une forme de traitement particulier de la perte en lien avec ces rebuts de la satisfaction orale. Le travail psychique du rêve avec l'investissement de la peau et la limite qu'elle instaure. Ne peut-on pas considérer cette œuvre comme
témoin d'une enveloppe du rêve. Et enfin, la forme de travail psychique du jeu, avec le jeu avec la matière bien sûr, et le détournement figuratif que ce jeu va autoriser. En mettant l'accent, on peut mettre l'accent sur la dimension de la création d'un espace trouvé, créé. Dans la perspective d'une mise en forme de l'informe, le travail du deuil peut être repéré effectivement avec cet enjeu central qui est celui du traitement des expériences de perte. L'ensemble du projet de l'œuvre se trouve mobilisé vers la nécessité de traiter ces expériences de perte au travers du traitement des restes. Les restes sont ceux des peaux issues des épluchures, peaux que l'on peut entendre comme métaphore des restes de l'enfance, traces des expériences infantiles. Le traitement des restes passe par un certain nombre de figures qui concourent au travail du deuil. La récupération de la matière brute de l'œuvre et la perpétuation sur le mode du déplacement en direction de l'œuvre, du plaisir oral qu'elle autorise, l'évitement de l'expérience, de la perte inhérente au fait de conserver, de coller, de transformer, autorise un réinvestissement pulsionnel de l'objet perdu au travers de la satisfaction orale et ou anale. La lutte contre la destruction, la disparition, qui se traduit tout spécialement dans la préoccupation de l'auteur pour la conservation des œuvres. Voilà, je vais peut-être juste terminer avec Philippe Dereux, avec 2 mots sur, oui, j'ai beaucoup débordé, sur ce que j'appelle la suture de la peau, la suture de la peau telle qu'elle est mise en œuvre par Philippe Dereux, qui prend appui sur la mise en scène de regards dont l'expression soutient en retour l'auteur. L'adresse au témoin de l'œuvre nourrit la dynamique intersubjective et le projet symbolisant qu'elle porte, tout comme le petit enfant construit le sens des expériences qu'il traverse en appui sur le reflet que lui en propose le regard maternel. On peut alors faire l'hypothèse que les regards des personnages, des portraits, des théâtres, confortent l'auteur dans un après-coup de l'expérience traumatique issue de traces de vécu infantile archaïque, en restaurant une expérience de continuité de soi à soi. Ces regards contribueraient, pour l'auteur, à une tentative de donner forme à des parts non symbolisées de sa vie psychique, mais aussi à une invitation à interroger nos propres zones traumatiques infantiles dans le partage de cette expérience. Et cette œuvre, c'est une œuvre qui me regarde et que je regarde tous les jours. Je vous remercie. Merci beaucoup Pascal pour ce bel exposé. Alors nous allons faire un peu de la résistance parce qu'en principe l'université nous vire à 8h30, mais on va essayer puisque nous sommes nombreux, de rester un peu, d'occuper les lieux. Alors comme je vais avoir le plaisir de pouvoir dîner avec toi, je pourrais te poser toutes les questions que je veux. Je vais d'abord proposer aux personnes qui sont là de pouvoir poser des questions s'ils en ont, sinon j'en ai quelques-unes. Oui, non ? Ok, alors, il y a 2 choses enfin, il y a plein de choses, mais il y a 2 choses sur lesquelles j'aimerais t'entendre. Tout d'abord, j'ai été, je connaissais ton inscription filiale avec le travail du Dianzieux. J'ai entendu quelque chose de très freudien en fait dans tes propositions. Le fait, par exemple, de proposer de substituer au travail de la création, qui était donc la proposition Dianzieux, le travail du jeu, qui est là, me paraît une proposition extrêmement freudienne, c'est-à-dire que c'est vraiment la thèse que Freud développe dans le créateur littéraire et la fantaisie. Il dit qu'effectivement, le processus de création serait en continuation directe avec le jeu de l'enfant. Et donc ça, c'est une chose que je trouve tout à fait intéressante, de réintroduire cette idée freudienne de la mise en continuité entre les deux. Et Freud dit aussi une chose que je trouve tout à fait intéressante, quand il dit que le jeu n'est pas le contraire du sérieux, mais c'est le contraire de la réalité. Et je crois aussi que c'est une piste que tu explores à partir de tes propositions. Alors toujours dans la continuation, je dirais, du dialogue avec Freud, je me demandais comment tu articulais ta proposition, enfin l'hypothèse
que tu soumets ici, c'est-à-dire cette espèce de mise en résonance de l'affect. Alors, excuse-moi, je ne me souviens plus de la belle expression, l'affect. La rencontre sensible. Oui, mais c'est l'affect inachevé. Ouais, c'est ça. Je voulais être sûr. Donc, la rencontre de l'affect inachevé qui serait encrypté dans l'œuvre d'une certaine manière, ou en tout cas qui serait présente dans l'œuvre. Je ne sais pas très bien sous quelle forme encore, mais tu vas peut-être le préciser. Et l'affect qui résonnerait chez le regardant ou le spectateur. Enfin, voilà. Alors, je me demandais en quoi cela était en rapport avec ce que Freud décrit, et qui me paraît aussi une interprétation du rapport entre l'œuvre, en tout cas c'est une des interprétations freudiennes, entre l'œuvre et le spectateur. Freud nous dit qu'en gros, l'artiste serait celui qui serait capable de mettre en forme un fantasme dont nous aurions honte, et que tout d'un coup, l'artiste permettrait à ce moment-là de pouvoir jouir chez le spectateur de son fantasme, alors qu'il passe son temps, la plupart du temps, à le tenir à distance. Hein. Et c'est ce qu'il donne déjà dès 1897 dans sa lettre à Fliss, lorsqu'il parle d'Oedipe. Mais en gros, l'idée, ça serait que le créateur... avec le travail du saisissement, hein, si on reprend les termes d'Anzieux, aurait accès à ce fantasme, lui donnerait une forme à partir du code qu'il aurait choisi, le rendrait transmissible, et la jouissance du spectateur, ça serait de s'épargner d'une certaine manière le travail du refoulement qu'il passe son temps à faire par rapport à ces fantasmes. Alors la question que je me posais, c'était comment tu articules ton modèle avec cette proposition de Freud, qui me paraît ne pas être antinomique, hein, mais ce sont deux niveaux qui me semblent différents. Donc j'aurais voulu savoir comment tu articules ces deux niveaux. Et une dernière question, après j'arrête, c'est la question de l'adresse. Alors bon, moi qui suis passionné par la question de la pulsion invocante, et donc qui est la question justement de la pulsion de l'adresse, hein, je veux dire, je voudrais vraiment t'entendre sur cette question-là. Parce que cette question de l'adresse, dans la question de l'art brut, c'est quand même une question extrêmement complexe. Je me suis intéressé à un auteur que tu connais, hein, qui est un auteur brésilien qui s'appelle Bispo de Rosario, qui a passé 50 ans de sa vie, tu sais, enfermé dans l'hôpital psychiatrique au nord de Rio, qui même demandait parfois à se faire enfermer. Donc dans une espèce de cachot pendant, ça pouvait durer des années, où il créait. Très vite, son œuvre a été repérée comme étant une œuvre importante. Très vite, on a voulu l'exposer. Il n'a jamais reconnu cette dimension artistique. Hein, je veux dire, jusqu'à sa mort, il a toujours résisté à l'idée qu'il pouvait être un artiste. Et lui, il adressait son œuvre à Dieu. Voilà. Et il adresse son œuvre à Dieu, c'est-à-dire que s'il court, c'est pour donner son but. Enfin, il avait reçu une mission de la part de Dieu qui était qu'il devait faire le catalogue de tout ce qui existait au monde. Voilà. Donc en gros une espèce d'inventaire de tout ce qu'on pouvait rencontrer. Et donc il faisait comme ça des espèces de coutures, hein, il cousait sur des représentations, des mots, et puis s'était fait de magnifiques habits que tu as peut-être vus, hein, dans lesquels il allait travailler avec Dieu. Donc cette question de l'adresse chez quelqu'un qui ne se reconnaît pas comme créateur, hein, et c'est la même chose de ce que décrit par exemple Michel Thévoz, quand il parle, hein, de cette vieille dame là, qui faisait des couvertures, tu t'en souviens, et donc il essaye désespérément de lui acheter des couvertures qu'elle fait, et il lui dit mais je vais vous donner de l'argent pour payer de la laine, je ne vais pas dépenser de l'argent pour des bêtises pareilles, hein, bon. Et donc là, l'adresse, elle n'existe pas. En tout cas, comment toi tu la constitues, puisque en fait c'est une œuvre qui se fait pour elle-même sans penser même à un public. Et là, l'histoire du public intérieur du Musan, sincèrement, ça me paraît un peu faiblard. En tout cas, je ne trouve pas ça tout à fait satisfaisant. Donc j'aimerais savoir, toi, comment tu réintroduis cette question de l'adresse,
et comment tu la penses? Voilà. Bon, on va manger ensuite, donc tu auras le temps. Hein, non, c'est tout un programme que tu me donnes là. Je vais commencer par le début. Travail du jeu. Effectivement, je suis bien d'accord que ça rejoint. Et d'ailleurs, j'arrive pas à comprendre pourquoi mon yeux Je suis d'accord avec c'est pas appuyé sur le travail de jeu et plutôt sur le travail de la création, alors qu'il y avait une espèce de différence de registre de mon point de vue. Hein, enfin, bref. Alors, travail du jeu, Freud, jeu de la bobine, épreuve projective. Il faut quand même que je dise ça, parce que ma rencontre avec la question de la création, elle est aussi tissée de ma pratique et de mes recherches sur les épreuves projectives, et en particulier sur mes travaux de thèse, mon travail de thèse qui était consacré au blanc, au Rorschach. Voilà. Et donc, et puis par ailleurs, j'ai écrit, développé, soutenu l'idée que le dispositif de l'épreuve projective pouvait être pensé dans une forme d'homologie avec le jeu de la bobine. Voilà, donc effectivement, hein, toute cette question de la défense, on pourrait dire, du travail du jeu, elle s'inscrit plus largement hein, dans mes travaux. Et cette idée de jeu, c'est sérieux, oui, d'heureux d'ailleurs, c'est bien ce qu'il dit, hein, il dit c'est sérieux, hein, c'est sérieux, ce à quoi je joue. L'affect inachevé. Alors là aussi, l'affect inachevé, ça fait référence à encore un autre pan de mes travaux consacrés aux auteurs de violences sexuelles, aux adolescentes de violences sexuelles, et André Cialdini, il en parle dans ce contexte-là. Hein, et il dit, enfin, sa formulation, c'est l'agir témoigne d'un affect inachevé. Hein, c'est-à-dire cette espèce d'échappée témoigne d'un affect qui n'a pas pu se constituer et qui n'a pas pu se prendre forme de représentation. Et je crois qu'en reprenant le contexte de l'évocation de cette formule de l'affect inachevé, ça répond en partie à ton questionnement. C'est-à-dire que je parle de cette trace d'un affect inachevé dans l'œuvre, en considérant qu'on n'est effectivement pas du côté du fantasme et qu'on n'est pas du côté du refoulement et de la jouissance déléguée à l'autre. On est dans un registre beaucoup plus archaïque qui se situe en deçà de la possibilité de construire, transmettre l'œuvre dans un contexte névrotico-névrotique, si on peut dire de cette façon-là. Donc il me semble que ces positions sont pas du tout inconciliables. Elles renvoient sans doute à des champs de création qui ne sont pas les mêmes. Alors, ensuite, la question de comment quelle est la forme de cet affect inachevé dans l'œuvre. Pour le moment, je ne sais pas bien te répondre. J'aime bien cette formulation de Peirce avec cette idée de représentanem qui définit comme quelque chose qui parle de quelque chose, ce qui est assez facile. Voilà, je ne sais pas te répondre davantage pour le moment. Là, c'est j'ai pris des risques parce que c'est des aspects sur lesquels j'ai travaillé beaucoup plus récemment.
Quant à la question de l'adresse, alors la question de l'adresse, oui, tu fais référence à ces auteurs spirites qui constituent une espèce de catégorie un peu à part dans les auteurs d'art brut. Pour moi, c'est pas l'auteur qui adresse, c'est l'œuvre qui adresse. Parce qu'effectivement, l'auteur n'adresse pas, en tout cas pas explicitement, et même comme je l'ai dit, comme tu l'as rappelé, l'auteur se résiste même, on pourrait dire, à s'adresser. Alors, ce terme d'adresse, effectivement, dit comme ça, il pourrait avoir une résonance un peu animique. C'est-à-dire que l'œuvre s'adresse au regardeur. L'œuvre adresse une forme de message à décoder au regardeur, quelque chose comme ça. Oui, mais tout à l'heure, tu disais très justement, je regarde ce tableau me regarde. Ouais. Ok, mais en quoi cette adresse... Mais tout va bien. Hein. Oui, mais... Ça, j'en doute pas, mais en quoi cette adresse que porte cette œuvre d'art brut pourrait être différente de toute adresse que porte une œuvre? Alors, oui, moi je suis pas sûr que ce soit très différent. Peut-être qu'elle n'adresse pas la même chose. Qu'elle n'adresse pas... Bon, alors là, on a une œuvre qui est une œuvre figurative, qui est une œuvre qui représente des personnages, donc chose déjà relativement élaborée, on pourrait dire, dans le support qui nous est proposé. Mais on a des œuvres qui sont beaucoup plus brutes que celle-ci, si je puis dire. Par exemple, celle j'ai dit Michel Moret tout à l'heure, il s'appelle Marc. Pourquoi je l'ai rebaptisé comme ça? L'œuvre de Marc Moret, c'est quelque chose quand même. Ouais. Alors, qu'est-ce qui est adressé? Qu'est-ce que l'on accepte d'accueillir d'une adresse de cette œuvre-là, qui est, bon, vous voyez, qui porte en elle quelque chose de la destruction, à la fois de la destruction, et puis de la reconfiguration des matières. Je pense qu'effectivement, toute œuvre a une adresse, porte une adresse potentielle. Et bon, c'est un peu ce que je disais au début, c'est-à-dire que il me semble que quand je dis l'art brut observatoire du processus de création, c'est pour dire qu'au fond, il y a quelque chose qui, dans la création, dans l'art brut, se trouve peut-être plus visible, plus accessible des processus qui fondent cette œuvre. Alors, peut-être ça rejoint ce que dit Lucienne Perry quand elle parle de pulsion primaire de création. Je ne sais pas pourquoi elle utilise ce terme de pulsion, elle, qui met beaucoup à distance la psychanalyse. Mais voilà. Mais il y a une question. Oui. Est-ce que c'est pas tout champ ouvert par la rencontre entre la symbolisation primaire et la symbolisation secondaire? On pourrait le dire de cette façon-là, effectivement. Tout à fait. Avec tout le champ ouvert, c'est-à-dire aussi tout le cheminement possible. Le processus, et on y voit presque la retraduction caricaturale, comment je vais dire, de ce que l'autre, de ce que la mère ne vient pas accueillir, des productions archaïques, et de ce qu'elle ne vient pas détoxifier en vision de ce qui se joue, et donc interpréter, qui reste en désuétude. Alors, ce qui est intéressant avec l'œuvre de Marc Moret, là, vous voyez, celle-là s'appelle l'œuvre au grand-père. Il y en a une autre qui s'appelle l'œuvre à maman. Et l'œuvre à maman, c'est une œuvre que Marc Moret a réalisée après le décès de sa mère. Donc,
Bon, il faut imaginer la ferme familiale hein, où tout le monde vivait ensemble. Donc, il a vécu avec ses parents jusqu'à la mort de ses parents, avec ses grands-parents aussi. Et cette œuvre à maman, c'est une œuvre qu'il a réalisée avec la boîte à couture de sa mère. Il a, on pourrait dire, reconditionné la boîte à couture de sa mère en détruisant tout ce qui était à l'intérieur, les aiguilles à coudre, à tricoter, etc., tout matériel, et en l'agglomérant un peu de cette manière-là, avec une colle, qui est des similarités entre Dereux et Morel pour l'utilisation de la colle. Dans une colle réalisée selon une recette ancestrale de sa famille. Et il explique, il dit, comme ça, elle sera toujours avec moi. Donc, mouvement extrêmement archaïque. Comme ça, elle sera toujours avec moi. Mais j'ai tout cassé, j'ai tout détruit, j'ai tout tordu pour pas qu'on reconnaisse tout à fait que c'était à elle. Alors on aperçoit bien que il y a un bout de fermeture éclair. Enfin, bon, voilà, donc je trouve que effectivement ça illustre bien cette. Moi, vous parliez de trouver créé, on est comme trouver détruit, donc par René Roussillon, avec cette idée de reconstruire quelque chose. C'est ça. Très bien, je vais vous proposer d'arrêter ici. Merci encore une fois Pascal. La prochaine séance, nous aurons le plaisir d'accueillir Nicolas Guérin, qui est un collègue de l'Université d'Aix-en-Provence. Et au mois de mars, nous aurons le plaisir d'accueillir Anne Sermet, qui viendra nous parler de musique. Voilà, merci et à bientôt.